Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Rosangèle, 59 ans, qui est éducatrice spécialisée et qui réside à Pont-Sainte-Maxence. Bonsoir Rosangèle. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bien. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir. Rosangèle, tu résides à Pont-Sainte-Maxence. Déjà, où se trouve cette ville en France, je suppose ? Et sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville ? Des maxi-pontois D'accord. et des maxi-pontoises, parce que nous sommes des hommes et des femmes, à peu près 12 000 habitants dans cette ville, qui se trouve à peu près à 50-60 km au nord de Paris. D'accord. Mais nous sommes considérés comme des provinciaux, puisque nous habitons les Hauts-de-France et le département de l'Oise. Merci pour cette précision et pour ces précisions parce que je n'en connaissais aucune, donc merci pour l'apport. Et tu es éducatrice spécialisée. En quoi consiste en quelques mots ce métier, même si les auditeurs fidèles le savent, parce que j'en ai déjà reçu quelques-uns. Donc ces métiers du sanitaire et social, du secteur sanitaire et social, donc ont pour vocation de travailler auprès de publics en difficulté, publics spécifiques. Ça peut aller du handicap à la petite enfance, à personnes en situation de pathologie physique ou mentale. Mais il y a aussi la possibilité dans ce métier de s'orienter vers plutôt des problématiques sociales. C'est ce qui m'a plutôt motivée en deuxième partie de ma carrière professionnelle. D'accord. Puisque après avoir eu des expériences dans le handicap sensoriel, auprès de jeunes adolescents autistes en Suisse italienne, après en deuxième partie de mes expériences professionnelles, j'ai voulu plutôt m'orienter vers la problématique sociale. Oui. Et notamment auprès de publics en difficulté sociale. Et l'Amicale du Nid, là où je suis aujourd'hui, cherchait donc une personne en remplacement pour les 2 mois d'été. Et j'ai découvert, je pense, totalement le secteur en lien avec... à l'époque, on parlait plus de personnes en situation de prostitution, donc c'était plus une prostitution à l'ancienne, qu'on pouvait dire à l'époque à l'ancienne, donc toutes les représentations qu'on pouvait avoir sur Pigalle, la rue Saint-Denis, etc. Oui. Ça a été là-dedans que j'ai fait mes armes, enfin, en tout cas auprès de ces personnes, de ces femmes. Là, donc de ces dames, on les appelait les dames. Oui. C'est vrai que c'était des vraies dames qui m'ont beaucoup appris. Des femmes vraiment du monde, du monde, de la prostitution, du milieu prostitutionnel, comme on pouvait dire à l'époque, mais aussi c'était des femmes du monde parce que très respectueuses aussi de tout ce qui pouvait avoir attrait, on va dire, au droit, à la société, aux normes. Enfin voilà, il y avait quelque chose de souvent très paradoxal. Oui. Dans leur vie, qui était un peu à l'image de ce qu'elles vivaient. Elles pouvaient à la fois être des femmes et des mères et des filles, dans des familles qui pouvaient être aussi considérées comme des familles, entre guillemets, de milieux sociaux, professionnels, tout à fait, sans difficulté, et qui pouvaient s'être retrouvées en situation de prostitution. Souvent parce qu'elles ont suivi un amoureux, souvent parce qu'elles se sont fait avoir, enfin voilà. Et j'ai fait un petit peu mes armes là, et je dois dire que je suis quand même un petit peu tombée de haut, parce que moi j'arrivais de ma province, j'étais un petit peu naïve du haut de mes 25-27 ans, et je ne sais pas qui a plus appris de qui, mais en tout cas les personnes m'ont beaucoup appris, et 30 ans après, dire que voilà, peut-être que moi j'ai beaucoup apporté aux personnes, certainement, et je le reconnais aujourd'hui de plus en plus. C'est pas une question ni d'être humble, ni d'être... Oui, je pense que nos métiers apportent, je pense qu'on n'imagine pas à quel point, beaucoup de choses aux personnes qui parfois sont vraiment au bord du désespoir, ou qui ont simplement besoin qu'on les regarde comme autre chose que comme des objets, ou qu'on ne les regarde pas, qu'on leur donne une identité, une reconnaissance. Je leur ai certainement beaucoup apporté, je le reconnais. Et je suis fière d'avoir accompli, et de continuer encore pour quelques années, pas trop, donc à leur apporter. Mais c'est surtout les personnes qui m'ont énormément appris, vraiment sur à plein de niveaux. À la fois pour les personnes
peut-être à l'époque qui était plus davantage française, mais ensuite on a beaucoup reçu de personnes issues de l'immigration. J'ai appris sur leur culture, sur leur pays, sur leurs origines, sur leur famille. Et bien évidemment, ça paraît une évidence, mais chaque être humain sur cette planète, quel que soit l'endroit, doit être et est une personne à respecter, quel que soit le pays d'où elles viennent, le continent d'où elles viennent, quelles que soient les représentations qu'on peut avoir sur telle ou telle culture, voilà, je veux dire. Donc voilà, donc c'est du partage, franchement c'est du partage. Oui, on a eu dans d'autres épisodes des travailleurs sociaux, assistants sociaux, éducateurs, et c'est ce qui revenait, que c'est un métier où on travaille avec l'humain, pour parler vulgairement, et que c'est un métier d'échange, parce que ce qui ressortait, c'est que ces travailleurs-là étaient là pour aider les personnes, mais qu'ils en tiraient tout autant, parce qu'ils en apprenaient tout autant, voire plus, même parfois des personnes qu'ils suivaient, qu'ils accompagnaient. Et ça, on l'a bien compris, tu l'as très très bien expliqué. Et est-ce que dans ces très bonnes et très claires explications réside le bonheur que tu veux nous partager ? Alors, pas directement. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de périodes un peu difficiles de ma vie ces dernières années. Ces 2 dernières années, très difficiles, quand on perd des êtres chers et de manière un peu successive. Bien évidemment, on n'y est pas préparé, hein, c'est une évidence, même si on croit l'être, on ne l'est absolument pas. Donc, voilà, donc avec des hauts et des bas. Et très peu de temps après avoir perdu une personne extrêmement chère, très très cher, quelque chose de très fusionnel, une situation où tu dis tu vas pas t'en remettre, c'est pas possible, tu vas pas t'en remettre. Et quelquefois je me suis dit, si tu ne le fais pas toi, de venir chercher ce qui va te maintenir et qui va te tirer vers le haut, tu te rends compte que finalement dans la vie t'es quand même bien seul, malgré tout, malgré toutes les bonnes volontés, malgré tout l'amour, parce que je suis très très entourée de beaucoup d'amour, etc. Le souci, c'est que quand il arrive quelque chose comme ça, t'es seul face à ton désespoir. Et il faut aller chercher en toi ce qui va pouvoir peut-être te redonner de la vie. C'était il y a 2 ans, du coup, à peu près, il y a 2 ans pile. Je me suis dit, il faut que je fédère autour de ma famille, parce que ma famille aujourd'hui, c'est un autre membre, mais c'est mon mari, mes 2 enfants et le compagnon de ma fille, qui du coup fait partie de la famille maintenant. Et pour Noël, on a maintenu les fêtes de Noël, parce que mes enfants y tiennent, parce que c'était très traditionnel, parce que dans la culture italienne, la famille, il y a tout ce qu'on connaît par cœur. Et donc on a transmis, je pense, des choses, et on avait quand même fait un truc autour des fêtes de Noël, du sapin, des cadeaux. Et je me suis dit, dans la nuit du 24 au 25, on va faire un temps de partage ensemble. Il faut qu'on se retrouve, parce qu'on n'arrivait pas à se parler, parce qu'on était tous les 4. J'ai dit plutôt tous les 4, parce que même si le compagnon de ma fille était malheureux, c'était rien à voir. Les enfants ont perdu aussi leur grand-mère qui était pour eux, c'était le prunelle de leur vie. Et je me dis, on est malheureux, on n'arrive pas à se le dire, on se protège les uns les autres pour ne pas rendre malheureux plus l'autre. Donc on était très bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Sauf que on était très seuls aussi avec cette solitude et cette... on avait envie de se soutenir les uns les autres, mais je pense que ça ne passait pas par les mots. Et du coup, je me suis dit, la nuit, je sais, on va partir tous les 4, tous les 5 en l'occurrence, avec l'ami de ma fille, au sport. Bon, là, c'était les sports d'hiver, parce que je sais qu'ils aiment ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'y était pas allés. Qu'à chaque fois, ils disaient, tu te rappelles quand on partait au sport d'hiver, quand on était petits, Voilà, c'était quand même un budget, parce que c'était pas prévu, qu'ils sont grands, Mais je me suis réveillée le lendemain matin, le 25, 8h, je sais pas quelle heure on s'est réveillé, et j'ai dit à mon mari, on part au sport d'hiver. Il me dit, mais comment ça va coûter? J'écoute, Et donc j'ai préparé une grande enveloppe, j'ai fait tout à l'impro, une grande enveloppe avec du ruban cadeau que j'ai fait traverser, j'ai fait une espèce de jeu de piste comme ça, il a fallu qu'ils devinent et tout, donc il y a eu un moment de joie à ce moment-là. C'était aussi pour montrer à mes enfants parce que notamment ma fille qui était très inquiète, de me voir aussi malheureux, je savais qu'elle était inquiète, et de lui montrer que j'avais encore du désir de vivre, en tout cas de partager, de vivre à ce moment-là et de partager
Et du coup, le lendemain, voilà, donc la distribution de cadeaux. Et le dernier, c'était, voilà, donc il a fallu qu'ils suivent le cordon et que j'avais fait des petits, voilà, et on partait au sport d'hiver. Et ça a été un moment super parce que d'une, ils s'y attendaient pas. Je pense qu'ils ont été extrêmement surpris. Et ils avaient, je pense, très envie. Et je m'en suis rendu compte. En plus, j'avais fait ça très court, c'était un mois après. Enfin voilà, histoire qu'on ça se s'étiole pas dans le temps. Il fallait que ce soit maintenant, qu'on sache que tout le monde allait bien dans cette famille. Enfin, tout le monde n'allait pas bien, mais que tout le monde savait que tout le monde n'allait pas bien, mais que voilà, on avait envie de se faire du bien à chacun. Et on est parti donc une semaine. Le premier soir, on est arrivé, on était fatigués, la voiture et tout. Et à un moment donné, voilà, rien que d'en parler, j'avais tout préparé, parce que moi je suis comme ça, je prépare tout. Enfin, voilà. Et je savais qu'on allait arriver tard, qu'on allait être fatigués. Et je ne voulais que rien ne gâche ce moment où on allait se retrouver dans cet appart qu'on ne connaissait pas. En plus, on avait toujours un peu peur de se planter, machin. Et en plus, là, je suis tombée, mais complètement par hasard, parce que j'ai fait ça, mais je n'avais pas de location. Oui. Donc le lendemain, je me suis mis à pianoter sur Internet et tout, alors que je suis pas Internet, je suis plutôt méfiante. Mon mari, 15 fois pire que moi, en disant mais où est-ce que tu nous en embarques? Et le hasard a voulu qu'une annonce, au moment où je clique, je regardais sur le Bon Coin depuis 1 heure, à peu près un truc comme ça. Et à un moment donné, je dis bon, je laisse tomber, je vais arrêter, je regarde un truc et je laisse tomber. Au moment où je dis je vais arrêter, une annonce se met sur le truc location, machin, par particulier. Et là, un gars loue un appartement pour une semaine à 2,50 francs. Franchement, c'est un truc comme 200 balles. Le mec dit voilà, je veux faire partager parce que on n'a pas pu y aller, mais plutôt que de faire, je préfère le faire partager à quelqu'un. Je me suis dit, mais c'était un truc à 280 € en plein cœur de Morzine, enfin, je veux dire, au pied des pieds, tu te dis. Donc, mon mari qui est très. Méfiant. Très méfiant, il me dit, c'est quoi ce plan à con parce que bon, je l'avais quand même prévenu en disant, voilà, j'ai ça. Il me dit, mais non, moi, écoute, j'appelle le monsieur. Et là, j'ai senti. Enfin, je l'appelle, voilà, bonjour monsieur, voilà, je viens de voir. Il venait de la poster, ça faisait mais 3 minutes. Et je dis ben voilà je cherche et je dis écoutez je vais vous le dire tel quel, voilà, c'est je ne sais pas pourquoi je loue, je ne sais pas pourquoi je pars, je sais simplement qu'on a besoin d'être ensemble avec ma famille, que ça va être un moment important, voilà, c'est juste, dites-moi juste que c'est pas une arnaque. Et voilà, et il m'a dit mais non madame, vous inquiétez pas, voilà, vous inquiétez pas, je vous promets que non. Maintenant j'entends, j'ai plusieurs personnes sur la ferme, et maintenant que vous me dites ça, je vous promets, je vous le réserve, c'est pour vous, vous me paierez quand vous arrivez. Et là tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible, il va se passer un truc jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive au pied de l'appartement, on s'est dit mais moi j'y croyais, je disais à tout le monde mais non. Je sais que voilà, au-dessus de nous il y a quelqu'un qui nous guide et qui dit allez-y, ça va se faire, vous n'allez pas vous faire. Et en fait ça a été une semaine, le soir on est arrivé, j'avais préparé, on s'est retrouvés dans la chaleur. On habite dans l'Oise, donc les enfants étaient rentrés l'un et l'autre, l'un de Paris, l'autre de Corse. On se retrouvait pour les fêtes de Noël, donc notre maison est grande et vide maintenant qu'ils sont plus là, et on était vide dans notre cœur. Et là on s'est retrouvés dans une toute petite pièce, tous les 5, c'était le coin salle à manger, cuisine. Et il y a eu la chaleur, parce que je sais pas, j'avais préparé, je crois, une raclette, j'avais tout préparé pour qu'on ne manque de rien sur un rayon. Et tout d'un coup, c'était la chaleur, certainement, de l'appartement, la chaleur du plat au milieu de la table, mais c'était surtout la chaleur de chacun. Et il a juste fallu qu'on se regarde, parce qu'il ne manquait rien sur la table. Et les enfants m'ont dit, mais maman, jusque-là, rien, il ne nous manque rien, on est tous ensemble, et c'est tout ce qu'on voulait, quoi. Je veux dire, on est là. Et ça a été, je ressens encore aujourd'hui, 2 ans après, ce que ça m'a fait à l'intérieur de moi, c'est-à-dire comme si tout d'un coup, cette blessure qui est encore là aujourd'hui, mais qui était à vif, voilà. Et ben tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, on m'avait passé un peu de crème. Un onguent. Et ça me faisait, voilà, c'était douloureux, mais ça me faisait plus mal. Et j'ai su, parce qu'on s'est regardé parce que je pense qu'on est pudique aussi, mon mari l'est, moi certainement, même ma grande gamelle, je le suis aussi parce que je veux pas faire souffrir les autres, donc voilà, et voilà, il a suffi de ce moment de partage pour qu'on se regarde, et que les enfants, j'ai vu quand ils m'ont regardé qu'ils ont retrouvé la maman qu'ils avaient, non pas aujourd'hui qu'ils ont 20, 25 ans, mais qu'ils avaient quand ils avaient besoin de moi, en tant que maman, on va dire, dans sa fonction maternelle. Et je pense que moi, j'ai ressenti que ce que j'avais perdu, qui était la part de ma propre maman, c'est un truc irremplaçable, mais que là, j'ai vu dans le regard que c'était à cette place-là qu'ils m'ont mise. Ils m'ont mise à cette place
de maman, voilà, et cette fonction maternelle. Et je me suis dit, si aujourd'hui j'arrive à la faire revivre, cette fonction maternelle, c'est qu'elle est là et que je la perdrai jamais. Oui. Je l'ai perdue, j'ai perdu un bout pour moi. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça continue et il faut le transmettre, ça. Parce que mes enfants, j'espère pour eux qu'ils transmettront, qu'ils auront aussi une famille, des enfants, et que je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que ça, parce que c'est un fil que l'on tire, parce que ma mère a tiré le fil de ses grands... Elle a parlé beaucoup, surtout autour de Noël, de ce que c'était en Italie, les moments de fête, donc ses grands-parents, enfin voilà, c'est des choses qui se tissaient, et je me dis, il faut que ça continue. Et moi, je ne pouvais pas le briser. Waouh. Rose Je pensais Angèle, pas que j'allais dire ça. alors je te sens très émue, chers auditeurs, je pense que vous sentez aussi. J'aime beaucoup ton bonheur parce qu'au-delà du fait qu'il est très beau, très chaleureux, je l'aime beaucoup parce qu'il nous montre plusieurs aspects, parce que déjà tout le monde n'a pas encore connu le fait de perdre un être cher, et en plus là c'était ta maman. La maman, c'est viscéral, il y a le cordon ombilical qui nous lie, seuls, je pense, ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre, mais même si c'est pas la maman, perdre un être cher, ça peut être tellement douloureux que tu nous montres aussi que quelque part on peut s'enfermer volontairement ou involontairement dans une douleur qui exclut les autres. Exactement. Et dont on a du mal à s'extirper, mais qu'on peut avoir les ressources. Les ressources, ça peut être l'amour des autres, ça peut être une prise de conscience, ça peut être plein de choses, d'en sortir. Et que est-ce que le meilleur moyen de faire perdurer la vie de la personne qu'on a perdue n'est pas de vivre soi-même finalement, et de transmettre. Tu as parlé de ce fil comme la transmission, de transmettre ce que la personne nous a apporté. Et il est certain qu'on ne peut pas oublier, et on ne souhaite pas oublier, mais qu'on peut apprendre à vivre avec. Tu as parlé de blessure qui est toujours là, c'est normal. Elle sera toujours là, mais comme une cicatrice qui a cicatrisé, que tu pourras regarder sans douleur, même en pensant aux bons souvenirs et en souriant. Et il est très beau ce bonheur, parce que oui, on peut s'enfermer dans sa tristesse, on peut se sentir seul au milieu de tout le monde. Et oui, l'une des clés que tu donnes parmi les pistes du bonheur qu'on explore, c'est de voir ceux qui nous entourent et de profiter d'eux. Et de se dire, de se réconcilier avec... aussi avec les autres, parce que du coup on en veut à tout le monde quand on est malheureux. Et là, ce monsieur, parce que mon bonheur, ça aurait pu être aussi la rencontre avec ce propriétaire là, sur internet, enfin le mec, et là quand j'ai décroché le téléphone, je savais, il avait dans le ton de sa voix, et je savais que c'était comme si lui-même il faisait partie de ma sphère, comme s'il allait contribuer à ce que mon vœu, ce que mon rêve, mon vœu plutôt, mon souhait, mon désir de m'ouvrir aux autres. Il me disait, mais vas-y, n'aie pas peur, quoi. Ce mec, il m'a dit, vas-y, n'aie pas peur. Il m'a pas dit comme ça. Parce que tout le monde autour de moi me disait, mais c'est quoi ce truc? Mais t'es folle, bon, après, de toute façon, toi, on te connaît. Oh non, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Mais je leur disais, non. Ce mec, il m'a, je sais plus trop la phrase, il m'a dit, mais madame, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas, cet appartement, il sera pour vous, et ne vous inquiétez, il m'a juste dit, ne vous inquiétez pas. Et ce mec que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, je ne verrai peut-être jamais. D'ailleurs, quand on est arrivé là-bas et quand on a rendu les clés, je lui ai dit, et j'avais les larmes aux yeux, et je pense que lui-même, d'une certaine manière, il était... Je dis, mais vous ne pouvez pas imaginer, vous n'imaginerez certainement jamais le bonheur que vous nous avez procuré. Il me dit oui, mais c'est juste. Je dis non, mais après je peux pas vous expliquer oui, bien sûr. Mais je pense que vous n'imaginez pas par ce geste de confiance de moi vis-à-vis de vous, mais de vous aussi vis-à-vis de moi, parce que vous ne me connaissez pas. Enfin voilà, c'était à très peu de temps. Il envoie les clés. Enfin on se connaît. Voilà, et se dire que dans la vie, même quand on a l'impression que tout espoir est perdu, parce qu'on se dit qu'on va jamais se remettre d'un grand malheur. Bon, malheureusement, parfois c'est vrai aussi. Voilà, c'est pas si simple évidemment, mais voilà qu'il y a aussi quelquefois, un peu comme les personnes qu'on accompagne, au détour d'un chemin, quelqu'un qui va dire viens, n'aie pas peur. C'est le pape qui a dit ça, mais bon, moi je suis pas le pape. Mais, viens, n'aie pas peur. Vas-y, lance-toi, je vais te rattraper. Mais il faut oser se lancer. Exactement. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Voilà, parce que le malheur, même s'il fait mal, quand on y est accroché, on se dit au moins on y est accroché, on sait ce qu'on... Voilà. Le problème, c'est que abandonner son malheur, ça veut dire se projeter peut-être dans le vide. Et on ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout. Exactement. Voilà, moi je pense que j'ai beaucoup reçu d'amour certainement autour de moi qui m'a fait que j'ai plutôt confiance dans la vie. Même si des fois je râle pas mal. Mais de manière générale, j'ai assez confiance dans la vie.
Et voilà, donc, mais c'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile, mais comme tu l'as si bien dit, et d'ailleurs ce sera notre conclusion parce que y a rien à ajouter à cela, tu as dit très bien les choses, il faut oser se lancer. Ouais. Donc on va se quitter sur cette belle phrase, osez vous lancer, chers auditeurs. Et Rosangèle, j'espère que si un jour tu as notre bonheur à nous raconter, non, plutôt nous conter, parce que là tel un conteur, c'est ce que tu as fait, tu reviendras parce que ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau. Et ben moi, ça serait avec un grand plaisir, un double plaisir, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de te rencontrer, de croiser ta route. Et ben, comme on le disait là dans ce petit morceau de vie, et ben oui, dans la vie, on fait des belles rencontres. Et il faut avoir confiance dans la vie parce qu'il y a des belles rencontres, même quand on s'y attend plus. Merci beaucoup. Bah, écoute, d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ce joli métier, prends soin Oui. de ceux que tu aimes Oui. et de cette belle philosophie de vie que tu as. Merci. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.